Et salut à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo. Jusqu'à présent, on s'est intéressé à l'intelligence frontale. L'intelligence frontale, c'est l'intelligence stratégique. C'est réfléchir 10 coups à l'avance, 15 coups à l'avance, 20 coups à l'avance. C'est prévoir et anticiper les conséquences de ce qu'on fait. Donc, l'intelligence frontale, c'est jouer aux échecs, c'est l'intelligence stratégique. Ensuite, on a l'intelligence pariétale. L'intelligence pariétale, c'est l'intelligence réflexe, c'est-à-dire, on voit des informations sous nos yeux et puis on réagit en conséquence. On fait 1000 actions à la minute, comme pour StarCraft 2, on fait 1000 actions à la minute et on va gérer. On récolte des informations et on réagit en conséquence. Donc ça, c'est l'intelligence pariétale. Et nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, ça va être l'intelligence temporale. Alors c'est une intelligence bien mystérieuse, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et c'est à ça qu'on va réfléchir ensemble. Qu'est-ce que c'est l'intelligence temporale? Alors déjà, qui c'est qui a cette intelligence? Ça va être les Chinois, ça va être les Perses et les Asiatiques, et ça va être les Juifs. Alors qu'est-ce qui va faire leur particularité, leur spécificité à ces gens-là? Bruce Lee, déjà, il adorait les arts martiaux. Il sublimait, transcendait l'art des arts martiaux. Il a passé toute sa vie à faire des arts martiaux. Il a voué sa vie à faire des arts martiaux 24 heures sur 24. Il faisait des arts martiaux. Même tout son physique, toute sa morphologie nous dit que le mec, il mange jamais le moins de gâteaux. Il n'est pas là pour prendre du gras, il est là pour prendre du muscle. Et c'est pas juste du muscle, c'est-à-dire que en fait, c'était un mode de vie parce que il avait une réactivité, en fait, il avait des réflexes surhumains, il avait une vitesse surhumaine, c'est tout un ensemble, une explosivité, quoi. Donc c'est vraiment une façon de vivre tout entière. Donc en fait, c'est ça l'intelligence temporale, ça va être s'investir à 1000% dans un seul truc. Nous, des fois, on dit, bon, je veux à tout prix réussir cet examen, ou bien je veux à tout prix, être président de la France et diriger mon pays le mieux possible. Et puis, d'un autre côté, on se dit, je suis fatigué, c'est le week-end, j'ai le droit de prendre un peu de vacances de temps en temps, machin. L'intelligence temporale, c'est pas ça. L'intelligence temporale, c'est se consacrer nuit et jour, 24 heures sur 24, à 12 000% sur un seul truc. Et ne plus faire que ça de sa vie, quoi. Vouer vraiment toute sa vie à ce truc-là. Ding Liren, ça va être pareil. Ça va être s'investir tout entier aux échecs. Donc vraiment tout. Donc il a même réussi à devenir champion du monde en battant Jan Nepomniachtchi. Et son but dans la vie, c'est vraiment d'être champion du monde des échecs. On a Alireza Firouzja, qui est lui aussi dans la case de l'intelligence temporale, donc sur la ligne du bas, là, l'intelligence temporale, et qui va lui aussi s'intéresser aux échecs. Vouer vraiment sa vie aux échecs. Alors, on a le tadbir, c'est un rituel où les gens ils vont jusqu'à se faire saigner par dévotion, finalement. Donc tout ça pour dire que l'intelligence temporale, c'est ça, c'est se consacrer tellement à un but, un objectif, qu'on investit tout, quoi. On donne son corps, son âme, on donne tout pour la réalisation de cet objectif. Ok, donc ça c'est le premier point de l'intelligence temporale, c'est se consacrer à 10 000% sur un seul objectif. Et le faire 24 heures sur 24. Mais c'est pas seulement ça. Donc, Mandy Heshmati, qui est une journaliste française d'origine iranienne, elle nous dit que le confucianisme, c'est aussi, donc la culture chinoise, quoi, c'est aussi l'art de ne pas rentrer dans les polémiques ni les conflits. Donc il y a certains trucs où on va se consacrer à 0%. Le truc nous intéresse, mais on va pas investir du temps, ou de l'argent, ni quoi que ce soit.
Tu vois, ça peut aussi être l'inverse. C'est-à-dire, on a vu, ça peut être s'investir à 1000% dans un truc, mais ça peut aussi s'investir à 0% dans un truc. Donc, l'inverse opposé, quoi. Alors, en quoi ça va être intéressant? Eh ben, vous voyez qu'en 1800, au 19e siècle, eh ben, il y avait les guerres de l'opium. Les guerres de l'opium, c'est quoi? C'est les Anglais qui arrivent. Donc, je vais vous faire un peu du contexte historique, c'est-à-dire, pendant longtemps, les Anglais, ils ont acheté du thé. Ils ont acheté du thé à la Chine. Et à la Chine, ils lui ont envoyé des lingots d'argent pour recevoir des feuilles de thé en échange. Et ça allait très bien. Et un jour, il y a eu la guerre de l'opium, c'est-à-dire les Anglais, ils en ont eu marre de dilapider leurs lingots d'argent, parce que voilà, les feuilles de thé, ça repousse, les lingots d'argent, ça repousse pas. Donc les Anglais en ont eu marre, et ils sont allés attaquer la Chine. Alors ils ont imposé l'opium. Donc voilà, le Japon voulait la Chine voulait interdire l'opium, les Anglais ils ont dit non. Interdiction d'interdire l'opium. Obligation de l'opium. Donc voilà, ils ont drogué les Chinois. Et ensuite, c'était facile de gagner la guerre, puisque tous les Chinois, ils étaient à moitié drogués. Donc c'était pas très compliqué de gagner la guerre. Et donc, comme ça, ils ont récupéré finalement leur lingot d'argent. Donc voilà, les Anglais qui ont fait du trafic de drogue en Chine, et qui ont ensuite attaqué la Chine. Et donc, c'est un peu ça que je vous dis. C'est-à-dire, éviter les conflits. On ne veut pas rentrer dans une guerre contre l'Angleterre ou contre les États-Unis. Parce que, voilà, il y a toujours un risque que les Américains aillent en Chine et puis droguent tout le monde et puis attaquent tout le monde, quoi, et déclarent la guerre. Donc, sans doute que c'est moins réalisable, dans le sens où, aujourd'hui, il y a des grosses bombes, des gros missiles, machin. Mais malgré tout, il y a toujours un risque, tu vois. Historiquement, quand même, il faut le savoir, la Chine a subi ça. La Chine s'est pris des gens qui sont venus attaquer, qui sont venus droguer les gens, etc. D'où l'intérêt certaines fois, de ne pas rentrer dans les conflits. Alors, on ne veut pas... Alors, souvent, la Chine critique un peu les USA, désapprouve certaines choses, etc. Elle s'en prive pas de le dire, mais elle déclare pas l'hostilité, quoi. Il n'y a pas une hostilité ouverte, tu vois. Ils veulent pas rentrer dans une hostilité parce que ça pourrait déclencher finalement une troisième guerre de l'opium. Je crois qu'il y a déjà eu 2 guerres de l'opium, et en fait, le risque, ce serait une troisième guerre de l'opium où voilà, les Anglais, les Américains, ils arrivent en Chine, ils envoient de l'opium de partout, et puis les Chinois, c'est un peu leur faiblesse, et ils se laissent tenter, et puis le pays se fait avoir comme ça, quoi. Donc le risque, c'est vraiment c'est un peu ça, d'où l'intérêt finalement d'éviter les polémiques. Donc c'est vraiment ça le deuxième point, c'est-à-dire l'intelligence temporale, ça peut aussi être éviter les polémiques. Alors en 1830, 1839, 1840, les Chinois, ils aimaient beaucoup engranger les lingots d'argent. Voilà. Ils recevaient des tonnes et des tonnes de lingots d'argent, ils les mettaient en sûreté, ils les stockaient quelque part, et puis voilà, ça s'accumulait. Et en 2000, c'est un peu la même chose, puisque récemment, la Chine commence à stocker de l'or. Alors déjà, la Chine a beaucoup d'or qu'elle peut récolter dans la nature. Et d'ailleurs, ils ont découvert le plus grand gisement au monde d'or. Donc voilà. En 1800, la Chine stockait les lingots d'argent. En 2000, la Chine stocke les lingots d'or. Voilà, ils sont passés l'étape au-dessus. Hein. Et c'est toujours un peu un risque, quoi. C'est-à-dire, il y a un proverbe chinois, d'ailleurs, je viens de penser, il y a un proverbe chinois qui dit qui en sa maison accumule le jade et l'or ou les pierres précieuses, je sais pas quoi, n'en pourra défendre l'entrée. Voilà, si chez toi tu mets des milliers de lingots d'or, tu pourras plus te défendre l'entrée de ta maison, quoi. Il y a trop de voleurs qui vont vouloir rentrer par la force.
Donc voilà, c'est un peu ça le risque qui se passe en ce moment, c'est-à-dire, voilà. Ok, donc c'est un peu la sagesse chinoise, c'est de comprendre que parfois, eh ben, il convient d'éviter le conflit. Voilà. Éviter le conflit, voilà, c'est ça l'intelligence temporale. Ok. Alors on voit finalement que le monde est divisé en deux. Le monde est divisé en deux. Donc voilà, d'un côté, vous avez ces pays-là, c'est-à-dire la Chine, l'Iran, l'Asie du Sud-Est, peut-être l'Indonésie, mais je sais pas, je l'ai mis, mais je suis pas trop sûr. Et Israël. En fait, il y a un point commun entre tous ces pays rouges, et notamment avec Israël. Alors, c'est quoi le point commun? Ben, le point commun, c'est ça, c'est qu'ils ont les trois de l'intelligence temporale. Et finalement, il existe deux mondes. Il existe le monde de ceux qui ont de l'intelligence temporale, et puis le monde des autres. Parce que finalement, c'est ça. Alors, on critique beaucoup Israël, parce que, voilà, il y a beaucoup d'accusations, etc., contre Israël. Mais au fond, donc au fond, bah, l'Occident n'aime pas trop Israël. En ce moment, il critique beaucoup Israël, il fait beaucoup de reproches à Israël. Mais la question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'Occident aime l'Iran? Est-ce que l'Occident aime la Chine? Est-ce que l'Occident aime l'Asie du Sud-Est? Voilà, c'est ça les questions qu'on va se poser. Parce qu'en fait, ok, beaucoup de gens n'aiment pas Israël, mais ces mêmes gens n'aiment pas non plus l'Iran, ni la Chine, ni l'Asie du Sud-Est. Donc, finalement, ils n'ont pas des problèmes personnels contre Israël, c'est des problèmes un peu contre tout le monde. Bon, c'est vrai que c'est particulièrement vrai contre Israël, mais bon. Donc la question qu'on va se poser, c'est de savoir, est-ce qu'il n'existe pas une forme de racisme, mais c'est-à-dire mondial et universel, c'est-à-dire, bah eux, en bas, là, ils aiment pas les deux lignes du haut, et les deux lignes du haut, ils aiment pas la ligne du bas. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement une forme de discrimination comme ça? C'est-à-dire, vous coupez là le monde en deux, là, et puis, bah, ceux d'en haut, ils n'aiment pas en bas, et ceux d'en bas, ils n'aiment pas en haut. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que finalement, il n'y a pas... le monde entier ne serait pas raciste? C'est ça un peu ma question. Est-ce que le monde entier ne serait pas raciste? Dans le sens où, voilà, personne n'aime les juifs, mais les juifs, les chinois, bah, ils aiment pas ceux d'en haut, tu vois, donc ceux d'en haut, ils aiment pas ceux d'en bas, ceux d'en bas, ils aiment pas ceux d'en haut. Donc finalement, ce serait pas, ce serait un problème vraiment plutôt dans ce sens-là. Alors, on va maintenant parler un peu de Paul Adrien, donc qui est prêtre, prêtre, et qui nous dit qu'il faut réparer les bêtises. Voilà. 4, une fois parfaite, c'est non seulement on fait le bien, mais on s'efforce de réparer les bêtises qu'on a fait. On ne demande pas pardon, hein, ça c'est la confession, mais là c'est en plus, on répare les bêtises. Simplement, parfois on en a tellement fait que c'est un peu compliqué d'y arriver tout seul, en tout cas pour moi, donc on demande de l'aide aux petits copains. Et on va voir l'Église tout entière pour qu'elle vous aide à réparer vos péchés. Donc là, on nous dit de prier aux intentions du pape. Derrière, c'est l'idée que c'est toute l'Église qui vous aide à passer le balai. Et 5, il doit y... Voilà, donc pour Paul Adrien, eh ben, il est possible quelque part de réparer nos erreurs passées. Donc c'est une vision un peu optimiste des choses, je trouve. Alors là, c'est ma citation que j'ai mis avec l'image du pape, mais c'est une citation de moi. Donc c'est un peu un mythe. C'est le mythe de l'irréprochabilité. C'est croire qu'on peut réparer toutes nos bêtises passées, alors qu'en fait non. Quand Hitler tue 6 millions de personnes, ou même 26 millions, puisqu'il a aussi tué 20 millions de Slaves, quand Hitler tue des dizaines de millions de personnes, il ne peut pas revenir en arrière après ça. Donc voilà, c'est un peu un mythe de croire qu'on peut réparer nos erreurs passées, parce que c'est pas toujours vrai. Voilà. Donc pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que c'est un peu... L'intelligence temporelle, c'est comprendre qu'on ne peut pas on peut pas faire tout faire, quoi. On peut pas faire n'importe quelle erreur. Il y a certains trucs qui ne peuvent jamais être réparés. Voilà. D'où l'importance de ne pas rentrer dans les conflits, tu vois.
Parce que lui, Paul Adrien, il a une vision très optimiste des choses. Lui, bah, finalement, c'est pas grave qu'il y ait des conflits, puisque derrière, on va réparer. Sauf que non. Certaines choses ne peuvent jamais être réparées. Donc, d'où l'importance de l'intelligence temporale, finalement. Voilà. C'est parce que certaines choses sont irréparables que l'intelligence temporale est si importante. Parce que l'intelligence temporale, ça va justement être de dire que on ne veut pas rentrer dans le conflit. Voilà. Donc peut-être que il y a beaucoup de critiques qui fusent contre Israël, et certaines sont très légitimes, hein, mais peut-être aussi que c'est dû à une incompréhension finalement, à une autre culture. C'est une autre culture, voilà. C'est-à-dire que c'est une culture temporale, une culture avec une intelligence temporale. Et si nous, en haut, les Européens, on n'est pas capable de comprendre les Chinois, les Perses, les Asiatiques, alors sans doute qu'on ne réussirait pas non plus à comprendre les Juifs, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est que on peut pas se permettre de juger des gens qu'on ne comprend pas, tu vois. C'est pas juste les Juifs sont un cas isolé, c'est vraiment il y a le monde qui est scindé en deux. Et il faudrait, pour moi, c'est ça le travail à faire, c'est de travailler à unir l'humanité, c'est-à-dire essayer de briser cette barrière qui peut exister là, entre l'intelligence temporale et les autres intelligences. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Et je vous dis à la prochaine. Salut!